qui me permet de développer un certain nombre de questions qui se rapportent donc à ce thème qui nous réunit, frontières du visible. Donc François m'avait demandé effectivement un peu à brûle-pourpoint, disons, d'intervenir. Alors j'ai proposé ce titre Oscillation du visible et hors champ. Et après coup, je me suis dit que ça pourrait être aussi, peut-être de façon plus claire, la question des rapports au visible. Vous voyez, le visible comme un rapport essentiellement, et donc les rapports au visible et le point aveugle. Hein. Donc ça rejoindra un petit peu des questions qui ont été effectivement abordées ce matin. Alors, il y a 3 points d'entrée de jeu. C'est effectivement considérer le rapport au visible dans une double dimension. Hein. Cette double dimension étant, d'une part, une présence phénoménologique du corps dans le monde. Donc là, on peut renvoyer effectivement aux travaux du philosophe Merleau-Ponty, bien entendu, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc, d'une part, la présence du corps dans le monde, et d'autre part, le mode d'absence ou de décalage, justement, développé par l'imagination. Hein, vous voyez ? Donc, je crois que le rapport au visible, il s'inscrit, pour moi, hein, dans ce double aspect, un aspect vraiment physique, d'inscription, justement, du corps dans le monde, dans l'espace, dans la ville, New York, par exemple. Et par ailleurs, effectivement, le rapport au visible est de l'ordre d'un décalage, d'une absence que développe l'imagination humaine. Hein. Dans cet ordre d'idées, il s'agira de penser l'articulation délicate entre le caché et le montré à travers leurs oscillations, à travers le battement. Hein. J'en parlerai tout à l'heure, bien entendu. Et troisième point, il s'agirait toujours dans cette idée du rapport au visible ou d'oscillation du visible. J'avais presque pensé aussi à un autre mot qui me plaît bien, c'est vacillation du visible. Hein. Un peu comme, vous savez, la flamme qui vacille. Hein, j'avais pensé aussi à ce terme, si vous voulez. Hein, donc, oscillation, vacillation du visible, qui renvoie à la question du hors-champ, me semble-t-il. Un hors-champ subtil. Mais pour moi, ce hors-champ, il serait intérieur. Vous voyez, on considère toujours le hors-champ, la question du hors-champ, comme un dehors de l'image, par exemple, ou un dehors du visible. Hein, ça serait le hors-champ du visible. Il me semble que le hors-champ serait aussi inhérent à l'espace du visible. Il serait comme une surimpression par rapport aux étendues visibles. Hein. Bon, alors, pour appuyer un petit peu cette hypothèse, j'ai déterminé un corpus, mais vraiment de création visuelle très disparate. D'une part, on verra un extrait du film qui s'appelle Le Passé, de l'Iranien Asghar Farhadi. Hein. Bon, il y avait aussi une photo de Nal Gandin. Bon, je ne sais pas, on verra si on peut la voir. Une vidéo, un extrait vidéo de Catherine Kfeller, qui s'appelle Version d'elle. Hein, c'est sur une vidéo sur la rue à Paris. Hein. Et puis, si on a le temps, un extrait d'une chorégraphie de Meg Stuart, mais je crois qu'on n'aura pas trop de temps de passer tout ça, hein, je ne crois pas. Hein. Ouais. C'est 25 minutes. Ouais. Donc, bon, on verra si on peut passer un ou deux extraits en ce sens. Hein. Alors, commençons par l'entourage du visible, c'est-à-dire le pressenti. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans le rapport au visible et qui serait de l'ordre du pressentiment, voyez, hein. Parce que le visible, c'est ce qui nous entoure de toutes parts. Il n'a pas de bord, il n'a pas de cadre, il est une atmosphère.
Cependant, comme on le sait, le visible est hanté par l'invisible. Je crois que c'est Éric il le disait tout à l'heure, avec la question de la lumière noire, de la matière noire. En fait, le visible n'est qu'une partie de l'iceberg, hein, si on peut dire, une partie émergente d'une vaste étendue qui reste largement inaccessible à notre appréhension visuelle, du moins une appréhension visuelle directe. Hein. Donc, il excède largement le visuel, le visible, par sa potentialité d'invisibilité qui le taraude. Hein. Faisons un petit peu le distinguo, si vous voulez, entre le visible et le visuel, parce que le visuel est une opération de découpage du réel. Hein. Dans l'expérience visuelle, nous avons toujours affaire à des cadrages, des cadres, si vous voulez. Hein. Il n'a pas cette dimension justement atmosphérique et étendue, presque infinie du visible. Le visuel, nous le captons à travers effectivement des dispositifs de visualisation, à travers des cadres qui évidemment déterminent notre regard, hein, ou du moins orientent notre regard. Donc on peut faire effectivement cette distinction dès le départ. Faisons aussi une toute petite piqûre de rappel, si je peux dire. C'est jamais très agréable les piqûres, mais celle de Merleau-Ponty est quand même assez nécessaire, hein, puisque je rappelle simplement que pour Maurice Merleau-Ponty, le phénoménologue de la perception, maintenant c'est bien connu, conceptualise le couplage entre un dehors et un dehors qui est un donné en fait, hein, le dehors étant le donné, et par ailleurs un dedans, autrement dit un sujet regardant, autrement dit une subjectivité au travail, et donc toute la démonstration merleau-pontienne est d'articuler, si vous voulez, le donné, l'étant donné phénoménologique du visible, avec évidemment la question du regard subjectif, la question, si vous voulez, du tamis subjectif propre au sujet percevant, propre, pardon, à ce qu'il appelle lui-même le voyant. Hein, donc tout ça est connu, hein, si vous voulez. Je retiens simplement que dans l'approche merleau-pontienne ou phénoménologique, il y a quand même quelque chose qui existe déjà là. Hein. Il y a un être là, il y a du donné, et par conséquent, nous, sujets humains, nous faisons avec ce donné, nous glissons, si vous voulez, dans ce donné, mais évidemment, nous n'accédons au visible qu'à travers des élaborations ou des processus subjectifs qui nous sont propres ou qui sont propres à la culture, véritablement. Bon, c'est ce qu'on appelle la pensée du chiasme chez Merleau-Ponty, etc. Je ne reviens pas trop là-dessus, si vous voulez. Alors, notre hypothèse va en ce sens et est un petit peu différente en même temps. Hein. Comment ? Ah, c'est ça. Notre hypothèse est un petit peu différente. C'est-à-dire, en fait, elle est celle-ci. La perception, on le disait tout à l'heure, serait autant du côté de l'absence, autant du côté d'une perte ou d'une pure imagination, que du côté d'une coïncidence entre le voyant et le monde. Hein, puisqu'il existe de la non-simultanéité, de la non-concordance des temps dans le sentir, qui se nourrit aussi bien dans l'écart, dans le différé, que dans l'immédiateté, que dans la contingence. Si vous voulez. Donc, la perception des lieux, par exemple, n'est que partielle, hein, elle n'est jamais totale. Certes, on perçoit dans une présence au monde, mais aussi on discerne le dehors par écho, par résonance,
par détour, bref, par imagination. On peut deviner, anticiper le monde qui nous entoure. En quelque sorte, l'expérience perceptive fonctionne aussi bien par intuition, par imagination. Donc là, on est dans la problématique du pressenti qui vient se glisser dans l'expérience perceptive du visible que nous faisons à travers les images notamment. Voilà. Alors on peut constater par exemple cela, me semble-t-il. Je vais essayer de passer cet extrait très rapidement dans le film d'Asghar Farhadi qui s'appelle Le Passé. Alors, j'espère que ça va marcher. C'est tout le début du... Comment ? Là, là, par là. Ah, d'accord. Juste l'extrait qui est en fait le tout début du film. C'est les premières images du film. On voit donc cet homme et cette femme dans un aéroport qui se retrouvent. Enfin, bon, pour la petite histoire, ils ont été ensemble. Donc, en fait, c'est l'ex-ami ou mari de cette femme qui arrive de Téhéran à Paris. Et, bon, toute l'histoire. Donc, enfin, bon, je peux pas, j'ai pas le temps d'épiloguer et de décrire ce récit, ce scénario. Disons que le hors-champ, justement, propre à ce film, c'est le temps, c'est le passé. C'est le passé qui vient hanter, si vous voulez, complètement le présent et continuellement. Alors, peut-être, si vous voulez, à travers une esthétique des reflets, vous avez remarqué, un art de la transparence qui est propre donc, à ce cinéaste iranien, qui, entre parenthèses, filme Paris comme personne ne l'a filmé. C'est très étonnant, cette capacité qu'il a à percevoir cet espace qui lui est normalement étranger, mais en tant qu'exilé, il rend compte effectivement de dimensions que peut-être nous ne voyons pas, si vous voulez. En tout cas, il y a ce hors-champ inhérent, ce hors-champ intérieur dont je parlais dans les images que nous propose, à mon avis, Farhadi. Venons-en justement à la question complexe du caché et du montré, et notamment de ce que j'appellerais l'animalité de l'image. L'animalité de l'image. Là, je ferai référence, comme Eric tout à l'heure d'ailleurs, à un auteur qui s'appelle Jean-Christophe Bailly. Et il se trouve que Jean-Christophe Bailly a publié un livre qui s'appelle Le parti pris des animaux, qui m'a bien intéressé, surtout pour cette première partie sur le caché et le montré. Et Bailly explique, si vous voulez, que dans le territoire animal, le caché est plus fort que le visible, est plus fort que le montré. Ce qui est très important, si vous voulez, dans le comportement animal. Enfin, donc, c'est effectivement des stratégies de camouflage, des stratégies de dissimulation
de clandestinité afin d'échapper à des prédateurs assez redoutables quand même dans la nature. Donc les animaux inventent des cachettes et les territoires sont parsemés, disséminés de caches, de secrets, etc. Donc il y a toute une force du cachet dans le monde animal. Mais en un certain sens, dans le monde humain aussi. On se rappelle effectivement par exemple, du philosophe Héraclite, un fameux fragment dans sa Physis, qui dit, en gros, la trame cachée est plus forte que ce qui se voit dans la nature. Vous voyez donc, on a là une visibilité intégrale. Enfin, donc, cette force du cachet, pardon, excusez-moi, cette force du cachet, cette puissance de la dissimulation ou du camouflage va à l'encontre, me semble-t-il, justement, d'une visibilité intégrale que les sociétés modernes nous ont imposé à travers du dispositif médiatique, par exemple. Donc, ce qu'on pourrait appeler le hors-champ en tant que possibilité du secret qui vient comme s'incurver, se lover, si vous voulez, dans les images artistiques du cinéma ou de la photographie ou de la vidéo, etc. Mais je n'ai pas trop le temps de tout montrer, pardon. Par rapport à ce hors-champ intérieur dont je parle. Mais encore une fois, le hors-champ intérieur dont je parle, le hors-champ inhérent ou le hors-champ intégré au visible, qui n'est pas un hors-champ justement extérieur, purement d'extériorité, si vous voulez, renvoie à ce double aspect dont je parlais au départ, c'est-à-dire la présence physique au monde et le mode d'absence propre à l'imagination sur lequel je vais revenir, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai le temps de passer encore un extrait de quelque chose, mais en vérité, je ne sais pas trop comment on fait pour revenir sur l'image, excusez-moi. Ouais. Oui. Oui. Ah non, c'est pas ça. Ce serait quoi Colloque New York. No Name, je pense. Tu vas sur No Name, là. Tu vois. Ouais, je pense. Colloque New York. Et tu vas sur version d'elle. On va juste passer un extrait d'une vidéo de Catherine Feller, vidéaste, d'origine suisse mais qui vit en France, que tu connais, François, je pense, elle vit à Montpellier, oui, avec notre ami Bernard. Ouais, c'est ça. Donc juste une minute, pas plus. Elle est toujours en avance sur elle-même. Même quand elle freine, Elle s'imprègne des présences qui se sont accumulées. elle pense, Sous ses pas, les désirs sont elle agit encore chauds. plus vite que son ombre. La vie devient sa voix. Elle est Les autres sont toujours déjà là. indiscrète. Elle fait semblant de croire que la vie n'existe pas. Elle ne peut s'empêcher de s'exprimer. Chaque traversée lui donne un autre nom. Le sens revient peu à peu. Elle a choisi une vie en discontinu. Quand elle est amoureuse, elle oublie de Elle s'ajuste entre le sens et la forme. Elle parle. Elle trouve son équilibre dans ses allées vives. Dissimulée. Elle retient son bonheur à chaque pas. Sa voix freine ses lumières. Elle est parmi les autres sans y être.
Elle aime ses accords parfaits avec des inconnus de à y passage. regarder de plus près. Chaque croisement présente un nouveau Elle risque. attrape de ci, de là. Elle est ce qui revient. Elle cherche une ligne de partage. Elle a des relations intimes. Elle affronte l'insignifiance et l'effacement. Merci. Ok. Donc, vous voyez, c'est cet extrait d'une vidéo que j'ai vue la première fois, d'ailleurs, dans une exposition à la Villette qui s'appelait L'œil sur les rues, hein, qui était vraiment remarquable, qui regroupait un certain nombre de créateurs vidéastes du monde entier qui ont filmé les rues, donc les rues de la ville mondialisée, en fait, hein, très souvent. Et donc, moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, dans cette vidéo de Catherine Feller, c'est qu'elle voyait la ville, donc cette extériorité, ce dehors, mais comme de l'intérieur. Hein. Et ce sentiment, si vous voulez, de voir la ville de l'intérieur de quelqu'un, hein, vous voyez, du côté de la subjectivité. Hein. Clairement, on est du côté de l'expression d'une subjectivité, d'une revendication de la subjectivité, mais qui a pour but quand même de dire quelque chose sur le réel. Et c'est peut-être justement en passant par cette configuration de la subjectivité qu'on peut dire quelque chose du réel. Et non pas être dans une croyance naïve, si vous voulez, que peuvent avoir certains ethnologues d'un documentaire véridique. Hein. Il me semble que là, il y a quelque chose de l'ordre d'un basculement, hein, où la subjectivité serait comme directement branchée sur le mouvement du réel, très exactement, et non pas sur la réalité. Bon, on peut toujours faire ces distinctions entre le réel et la réalité, puisque François Soulages parlait ce matin, par exemple, de Clément Rosset. Donc, ce qui m'a vraiment frappé, c'est comment on passe à l'intérieur d'un individu, alors d'un processus d'individuation, en fait, pour parler comme Gilbert Simondon, hein, comment passer à travers un processus d'individuation pour accéder à quelque chose qui nous concerne tous. Hein. Autrement dit, on serait tout à fait dans la configuration conceptuelle de quelqu'un comme Giorgio Agamben, qui parle de singularité quelconque. Hein. Vous voyez ? Donc, on passe par la singularité, par la subjectivité, pour dire le quelconque ou pour accéder à quelque chose qui ressemble à du commun. Hein. C'est très paradoxal comme démarche, mais seuls les artistes, enfin certains artistes, me semble-t-il, aboutissent à cette possibilité. Voilà, bon, alors je ne vais pas épiloguer plus. Alors évidemment, sur cette question, si vous voulez, du rapport au réel et du hors-champ, il me semble qu'il y a un autre domaine de l'expression, de la création, où cela a été exploré de façon très fine et très pénétrante, c'est la chorégraphie contemporaine. Hein. Il me semble que là, il s'est passé quelque chose de très fort, dans le sens où la scène se présentant comme une étendue du visible, analogiquement, je dirais, à l'image, hein, la scène se présentant comme étendue du visible est débordée de toutes parts et pulvérisée quant aux frontières. Justement, on revient aux frontières du visible. Hein. Et comment, par exemple, bon, évidemment, on peut penser à Pina Bausch, mais il y a bien d'autres chorégraphes. Hein. Je pense plus particulièrement à Meg Stuart, mais si j'avais eu le temps, je passerais un extrait, mais je ne sais pas si on a le temps. Peut-être tout à fait à la fin. Mais effectivement, comment, si vous voulez, ces chorégraphes américaines, bon, sauf Pina Bausch, mais la plupart issus des États-Unis, ont bouleversé la scénographie, ont excédé, débauché les codes et les limites de l'espace du visible. Hein. Justement, en introduisant
dans leur créativité ce qu'on pourrait appeler du point aveugle ou du hors-champ, ou ce que Barthes appelait le champ aveugle justement de l'image, etc., qui ne concerne pas que l'image. Voyez, dans ce qui se passe dans l'image, se passe aussi sur la scène, se passe dans des espaces de représentation symbolique. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'on ne peut plus dissocier, si vous voulez, ce qui se produit dans l'image, alors ce qu'on a vu avec les vidéos ou des photographies, ou ce que tu as montré sur Munoz, etc. On ne peut plus dissocier cela, tout ce travail sur l'image, avec le travail sur l'espace, la spatialité scénographique. D'ailleurs, beaucoup de chorégraphes contemporains intègrent l'image dans la scène, proprement dit. Il y a comme, en quelque sorte, j'avais écrit des textes là-dessus, une confusion, enfin au bon sens du terme. Pour moi, la confusion n'est pas toujours mauvaise. Confusion. Et donc là, on a effectivement cet agencement très, très intéressant entre l'image et le corps scénique. Et ça, peut-être on pourra avoir un extrait de cette chorégraphe américaine, Meg Stuart, qui est absolument remarquable. Mais pour finir, je voudrais rejoindre les interventions de François ce matin et de toi, Annelise, d'Éric, etc., dans le sens où que font tous ces expérimentateurs du visible, disons, tous ces créateurs visuels, etc., dans un contexte donc, politique, médiatique, dont évidemment nous sommes conscients, à savoir qu'il y a des méga-machines médiatiques, il y a une domination, si vous voulez, politico-médiatique à travers des dispositifs d'image qui standardisent, uniformisent les subjectivités. Avec ce que Félix Guattari, d'ailleurs, appelait la production de la subjectivité. Pour lui, ce qui était très important dans l'histoire des sociétés, c'est la production de subjectivité. Et je le rejoins vraiment complètement là-dessus, si vous voulez. Donc la guerre ou la bataille, c'est sur la subjectivité. Ce qui a lieu, ce qui se produit dans les imaginaires. On pourrait parler aussi d'une guerre des imaginaires. Donc comment nos enfants, par exemple, ingurgitent de l'imaginaire à travers, évidemment, tous les appareils et tous les dispositifs hyper médiatiques, hyper puissants qui distillent quotidiennement, si vous voulez, j'allais dire le poison, quoi. Mais peut-être c'est un jugement de valeur aussi. Mais donc, comment on va trouver le contrepoison, le pharmacone, comment on va trouver ça? Il me semble que c'est du côté peut-être de certains expérimentateurs, de certains créateurs d'images, où le pharmacone, si on peut dire, est proposé, enfin en tout cas est tenté, en un certain sens. Donc toutes ces images qui travaillent sur l'oscillation du visible, à savoir que le visible n'est pas le visuel, okay, le visible, n'est pas le visuel, le visible n'est pas la visibilité non plus. Le visible intègre la question du hors-champ et du point aveugle, si vous voulez. Mais ça, je le dirais, pour conclure peut-être, dans le temps, ça, je le dirais presque, je le dis on peut le dire du visible, mais on peut le dire du savoir et de la connaissance. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, effectivement, se produit aux marges, aux bordures du savoir universitaire, par exemple. Comment peut-on réarticuler une pensée qui va intégrer le poétique et plus différemment l'esthétique et être dans la non-séparation des pratiques et des connaissances à ce moment-là. Alors que peut-être sommes-nous au contraire dans un schème, dans un modèle qui sépare, qui distingue trop à la rigueur, même si par moments il faut le faire, certes.
Mais à savoir, je veux dire, quand il faut le faire, c'est pas mal de pouvoir avoir un discernement. Hein. Mais néanmoins, vous voyez ce que je veux dire, comment, au fond, tous les agencements sont à prendre en considération dans l'expérience multiple que nous faisons. Dernier point, puisque nous sommes, mon ami et moi, arrivés à New York depuis quelques jours, on est vraiment sous le charme, si je peux dire, mais enfin peut-être que ceux qui y vivent peuvent dire autre chose, j'en sais rien. Mais je regardais évidemment au pont, la bridge, Manhattan en face, et le soir avec toutes la lumière qui tombe effectivement sur les skylines, sur les buildings, etc. Et cette multiplicité des reflets extraordinaire, si vous voulez, qui renvoie vraiment à une dimension presque d'œuvre d'art, hein, il me semble. Donc comment nous vivons cette multiplicité de la ville? Alors on peut parler des reflets, mais on peut parler aussi des corps que nous voyons dans la ville, des images qui sont distillées, dispersées dans l'espace urbain, etc. Nous vivons la multiplicité, hein, en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est peut-être aussi une certaine difficulté, hein, à intégrer cette multiplicité des signes, des reflets, des formes, des corps, des images auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Est-ce que je voulais voir l'extrait de Meg Stuart? Je ne sais pas si on a le temps. On peut mettre 3 minutes, hein, vous voyez. Oui, pardon. Là, on a déjà 10 minutes de retard. D'accord. La salle n'a pas répondu, n'a pas réagi. Donc, c'est peut-être toi qui choisis, soit c'est un dialogue avec la salle. Oui, non, je préfère le dialogue à ce moment-là. Une œuvre que Ouais. les gens connaissent. Ouais. Oui, vous pourrez toujours. D'ailleurs, alors je signale l'œuvre, l'extrait, c'est extrait de Do Animal Cry. Et vous pouvez le voir sur Internet. Hein. Il est sur Internet. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Anna. Ça nous a permis d'avoir une autre dimension et une dimension.